le choc demeure dans la petite communauté de Notre-Dame-des-Prairies au lendemain de la découverte des corps de jumeaux âgés de 3 ans. L'auteur du crime est le père. Il s'est enlevé la vie après le geste. Le 26 août 2023, le Québec encaisse un double filicide, le crime d'un parent qui tue ses enfants. On apprend au lendemain du drame que le père avait été arrêté par la police 2 jours avant la tragédie. Yannick Lamontagne a été arrêté le 24 août parce que son ex-femme avait trouvé dans sa maison des micros dissimulés et un dispositif GPS sous sa voiture. 1 an plus tard, un membre de la famille accorde une entrevue pour la toute première fois, à visage caché pour protéger sa vie professionnelle et personnelle. Je suis la marraine d'Antoine et Tristan, les 2 enfants qui ont été assassinés par leur père à la fin de l'été 2023. C'est mon beau-frère qui a tué les deux enfants. Elle dit être déçue que des proches de Yannick aient parlé aux médias d'un drame qu'on n'avait pas vu venir. J'ai vu aucun red flag, j'ai vu aucun élément qui permettait de croire à de la violence. Il y avait pourtant de nombreux drapeaux rouges, insiste la sœur de la maman qui a vu son monde s'écrouler ce jour-là. On avait des indices qui nous faisaient comprendre qu'elle était dans une situation, comme de violence coercitive, qu'elle était dans un pattern qui fonctionnait pas puis qui était négatif. Depuis quelques années, la violence conjugale a de nouveaux contours et un nouveau nom, le contrôle coercitif. La surveillance, l'isolement et la manipulation, tout un schéma de comportement qui a pour but la domination d'un partenaire. La mort des jumeaux Lamontagne serait un exemple de notre méconnaissance des dangers de cette violence plus sournoise. Si on connaissait davantage c'est quoi les impacts du contrôle coercitif, c'est quoi les impacts d'avoir des comportements obsessifs, on pousserait peut-être un petit peu plus dans l'évaluation de cet homme-là. La mort de ces petits jumeaux-là était assurément évitable. Un nom qui s'ajoute à la trop longue liste des femmes tuées au pays. Chloé Lauzon-Rivard, 29 ans. La victime du 2e féminicide de l'année, Narges Ben Yedder, était enceinte de 4 mois. Il s'agirait donc du 3e féminicide. C'est déjà le 4e féminicide de l'année. Une mère de famille de Saint-Basile-le-Grand a été tuée. Louise Hull aurait été tuée par son mari alors qu'elle dormait. Une femme de 32 ans a été assassinée par son conjoint. Il s'agit de Josiane Fauché, 27 ans. Une cinquantaine d'années a été retrouvée morte ce soir dans un... Ce serait le 14e féminicide de l'année au Québec. Lorsqu'une tragédie survient, il se trouve souvent une personne pour dire qu'elle ne l'avait pas vu venir. Pourtant, les meurtres conjugaux seraient parmi les crimes les plus facilement prévisibles. Souvent, dans les féminicides, le premier moment où il y aura de la violence physique, c'est le moment où elle va être tuée. Parce qu'avant, c'était du contrôle coercitif. En identifiant ce contrôle, en reconnaissant qu'il s'agit de violences conjugales, on pourrait sauver des vies. Antoine, Tristan, je vous écris cette lettre parce que j'ai honte. Honte de ne pas avoir vu, de ne pas avoir agi. Honte de notre société qui ne sait pas, qui n'agit pas faute de loi, faute de mot d'ordre. La population en général, qu'on soit un parent, un ami, un voisin au Québec, c'est comme ce qui se passe chez le voisin, ça te regarde pas, c'est faux. En violence conjugale, on doit toujours s'occuper des gens autour de nous. La notion de contrôle coercitif, ça englobe 3 grands piliers. D'abord, il y a le déni des droits ou l'accès aux ressources. Donc, quelqu'un n'aura pas, par exemple, le droit d'aller voir un médecin, ne pourra pas aller chez le coiffeur. Une victime qui a l'habitude de socialiser avec des amis. Au fur et à mesure qu'elle avance dans sa relation, elle va espacer les rencontres qu'elle a avec ses amis, au point où elle va complètement arrêter de voir ses amis. Tout ça parce que monsieur va dire « tes amis ne m'aiment pas » ou va dire « tu devrais passer plus de temps à la maison avec moi, tu travailles toute la journée ».
Le deuxième groupe, c'est la surveillance et la micro-régulation. Je vais bouder quand ma conjointe elle s'en va dans un 5 à 7 avec ses amis de filles. Je vais critiquer son habillement. Je vais la texter plusieurs fois parce qu'elle est supposée arriver à 17 h, elle n'est pas arrivée. Je me demande ce qui se passe. Je vais surveiller ses messengers parce que je veux savoir à qui elle parle. Je vais aller la reconduire au boulot, pas parce que je suis gentille, parce que je veux m'assurer qu'elle va vraiment travailler aujourd'hui. Une victime de contrôle coercitif est en laisse invisible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va dévier de la trajectoire qui lui a été imposée, la laisse va être là et il va tirer sur la laisse. La façon que l'abuseur a de contrôler, c'est de vraiment toujours garder la victime sur la pointe des pieds. Elle est toujours en train de se demander si elle va commettre une erreur, qu'il pourrait y avoir des conséquences à ton comportement si tu ne fais pas ce qu'il demande. Le troisième bloc, c'est vraiment toutes les manifestations de violence. Et là, j'englobe violence physique, violence sexuelle, violence économique. Dans le contrôle coercitif, tu n'as pas besoin de violence physique. Tu as simplement besoin de laisser planer la possibilité qu'il y aura une violence sérieuse, une violence physique. Ce sont des petits gestes qui sont répétés dans le temps, qui semblent banals au départ, mais que mis ensemble, sont installés vraiment pour installer un climat de peur, un climat de terreur et un climat de contrôle. Des conjoints qui contrôlent leur partenaire, ce ne sont pas des monstres aux yeux du reste de la population. Ce sont généralement des gens très posés, capables de beaucoup manipuler et que l'on va reconnaître comme des gens très bien. Et ça, c'est problématique. On en sait un peu plus sur les circonstances troublantes entourant le drame survenu hier dans l'Anneau d'Hyères. Yannick, c'est quelqu'un qui était très sociable, qui aimait impliquer les gens. C'était quelqu'un de souriant. Je pense qu'à partir du moment où ils ont eu les enfants, il s'est ajouté une tension dans le couple. Donc, lui faisait comprendre qu'elle était une mauvaise mère. Tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Les autres font pas ça comme ça. Souvent, ça montait beaucoup en émotion. Après ça, quand ma sœur finissait par s'emporter, bien, il lui disait que c'était elle qui était la folle, c'était elle qu'il fallait qu'elle se faire soigner, que ça n'avait pas de bon sens de pogner les nerfs comme ça. T'sais, elle pensait qu'ils mettaient des micros chez eux, qu'ils mettaient des caméras. Elle avait découvert un GPS dans sa voiture. Quand il n'avait pas dit où est-ce qu'elle allait, bien, il appelait. Où est-ce que t'es? Comment ça se fait que t'es là? Il semblait pas que t'étais supposée être là. Elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a modifié beaucoup son comportement puis ce qu'elle était pour réussir à lui plaire puis à atteindre ses standards que lui voulait, atteindre qu'est-ce que lui demandait. C'est sûr que quand ils ont rompu, il y a eu une marche supplémentaire là, au niveau du contrôle. Ça a été le début de la fin. On a vraiment l'impression d'assister à une hausse de cette violence faite aux femmes et ce phénomène n'est pas limité au Québec. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la pandémie, évidemment, a exacerbé cette violence contre les filles et les femmes. On voit souvent, surtout ces temps-ci, beaucoup de féminicides à la télévision. Un des premiers gestes qu'on fait, c'est d'aller voir, d'aller consulter notre ordinateur en espérant que c'est pas quelqu'un qui a appelé chez nous à rebâtir. J'ai une maman d'une amie à ma fille qui... Maître Marie-Claude Richer dirige une clinique juridique qui offre des services gratuits aux victimes de violences conjugales ou sexuelles. Et aux criminels, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des débordements ou vous avez été en mesure de gérer, même s'il nous manquait?
On a quand même beaucoup de femmes qui nous appellent, qui nous disent « Écoutez, je veux juste vous dire, je suis pas sûre que j'ai droit à vos services gratuits parce que je pense pas que je suis victime de violence conjugale parce qu'il m'a pas frappée. » Lorsqu'on regarde avec elles la trame des faits, la trame de leur vie, c'est tous des dossiers où il y a du contrôle coercitif. On a eu une cliente récemment qui nous disait « Je suis allée, quand je pars faire l'épicerie, j'ai 30 minutes top chrono. Et il faut que je revienne après 30 minutes. » La violence conjugale, encore très récemment, c'était « on est frappé ». Mais ce n'est plus ça maintenant, la violence conjugale. Une solution se dessine, criminaliser le contrôle coercitif. Des organismes communautaires militent en ce sens depuis des années. Pourtant, la très grande majorité des femmes qui font appel à des services d'aide face à la violence conjugale ont subi du contrôle coercitif, incluant de multiples tactiques pour les effrayer, les isoler, les subordonner, en plus des agressions et des menaces. Le politique a pris la balle au bond. Un projet de loi a été déposé à Ottawa en 2023. Le contrôle coercitif, c'est comme un parapluie. Hein? Il y a le contrôle coercitif, puis dans tout ça, il y a des actes criminels qui peuvent être commis, des voies de fait, des menaces de mort, mais il y a l'isolement qui n'est pas un acte criminel qui est reconnu. Toutes les situations de privation de liberté également qui ne sont pas des actes criminels. Alors nous, on pense sincèrement qu'en criminalisant le contrôle coercitif, on va pouvoir englober tous ces gestes et ces comportements-là de la personne agresseur. Il y a des études qui démontrent qu'un tiers des victimes de féminicide n'ont jamais été victimes de violences physiques. Un tiers, c'est une personne sur 3, et c'était le cas de Lisette. Une autre victime de féminicide, Lisette Corbeil, 56 ans, a été tuée par son ex-conjoint, David Joly, 49 ans, qui s'est ensuite enlevé la vie. Je suis persuadée que la mort de Lisette aurait pu être évitée, mais on n'était pas formés. Nous ne connaissions pas le contrôle coercitif. Je m'appelle Marie-Claude Richer et je suis l'amie d'enfance de Lisette Corbeil. Le 9 juin, au soir, il devait être 4 heures ou 5 heures, mon amie Linda, elle m'appelle et je vois tout de suite dans sa voix qu'il y a quelque chose. Elle a la voix brisée. Elle dit « Marie-Claude, c'est Lisette, il l'a tuée. » Je dis « Mais là, ça se peut pas, là, ce que tu me racontes là, c'est impossible. » Elle s'appelait Lisette Corbeil, le 12e cas de féminicide au Québec. Pascal Robida, vous êtes sur place. C'est la consternation, là. On a retrouvé le corps de l'ex-conjoint à l'intérieur même de la maison. Il s'était enlevé la vie après l'homicide. Ça a fait plein de pirouettes dans ma tête parce que, vous savez, Lisette était venue me voir quand elle avait décidé de se séparer. Et moi, en tant que juriste, j'avais tenté de la conseiller. Et jamais je n'aurais pu croire que David l'aurait tuée. Comment pouvions-nous savoir qu'une personne qui n'a jamais été frappée, qui n'a jamais été physiquement touchée, puisse être tuée par l'homme avec qui elle habitait pendant 25 ans? Il était sur le coup d'une injonction pour ne plus posséder d'armes à feu, des armes de chasse, compte tenu que des membres de son entourage et de sa famille avaient rapporté des propos inquiétants et il avait des épisodes dépressifs. Lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle souhaitait se séparer parce qu'elle ne voulait plus continuer de vivre cette vie-là, il a fait des menaces de suicide. Et même par la suite, il a fait une tentative de suicide. Alors, il faut comprendre que quand une personne est rendue là, c'est qu'il n'a plus rien à perdre. Des fois, elle me disait, je pense qu'il a mis des micros chez nous, parce que c'était le cas. On a trouvé des micros chez Lisette. Lisette appellerait à rebâtir aujourd'hui, c'est sûr qu'on lui dit « Vous sortez de où vous êtes, madame, il faut vous protéger parce que vous êtes à haut risque. » C'est clair. Maintenant, on le sait, on a des outils qui nous permettent de travailler, mais à l'époque, on ne le savait pas. Honnêtement, le 9 juin 2021, je ne savais pas c'était quoi le contrôle coercitif. Je vous dirais que le premier drapeau rouge, c'est la menace. Je vais te tuer. Le fait d'avoir des armes à feu chez soi,
Le fait d'être dans la situation où on est en séparation ou près d'annoncer la séparation, nous, on la mettrait dans la catégorie de risque imminent. Elle me disait, tu sais très bien, Marie-Claude, il me fera jamais rien. Oui, des fois, je peux avoir peur, mais il me fera jamais rien. Alors, c'est pour ça que nous, à Rebâtir, on fait beaucoup attention à nos victimes quand ils disent, ben non, il m'arrivera rien. C'est parce que ça peut arriver. C'est pas vrai que ça arrive juste aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Beaucoup de questions au lendemain du meurtre de la jeune femme qui avait à peine 18 ans à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie. Daphné Boudreau, assassinée par son ex-conjoint, Anthony Pratt. Elle avait pourtant lancé un appel à l'aide aux policiers parce qu'elle craignait pour sa vie. Daphné, c'est tellement une belle personne. Daphné, elle voulait juste le bien de tout le monde. Mon nom est Éric Boudreau, le papa de Daphné Huard Boudreau, qui est assassiné le 22 mars 2017. Le 22 mars, je me lève de tôt, comme chaque matin, pour aller travailler en ville. À peu près vers 6h30, je reçois un appel de Daphné. Quand c'est levé à 4h30 du matin, Anthony était caché dans sa voiture. Elle s'est rendue au travail avec Anthony, puis quand elle est rentrée au dépanneur, sa consoeur de travail est arrivée, puis ils ont appelé la police. Urgence 911, c'est pour quelle ville? Oui, bonjour, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'harceler, puis il est à ma job, puis il veut pas partir, là. Je travaille dans un dépanneur à Saint-Hilaire. OK, est-ce que la porte est barrée à l'avant? Oui, là, c'est juste mon ex, puis il veut pas partir, là. OK, là, il est à l'extérieur? Oui, il est dans mon char. Ils ont demandé à Daphné, pendant qu'elle était au dépanneur, veux-tu porter plainte, oui ou non? Ben, entourée de 4-5 policiers et avec Anthony Pratt, qui est l'autre bord de la vitrine, qui le regarde puis qui crie des injures. L'ex de la plaignante est sur place, là, puis elle dit qu'il n'a pas toute sa tête. Il s'appelle Anthony Pratt, 22 ans. Handicap, on sait c'est qui, hein? Rendu à mon bureau, elle me rappelle, puis là, elle est en crise. Puis là, elle me dit, là, papa, elle dit, Anthony, il a hacké mon téléphone, puis là, il a publié des vidéos qui parlent de moi, que je suis une pute, puis que je suis ci, puis je suis ça. Mercredi, ça a été la dernière nuit que j'étais avec, puis elle parlait déjà à des gars. Quelqu'un m'a avisé avec qui je travaille de dire, hey, va donc voir Facebook cette même journée-là où je suis tombée sur le vidéo de M. Pratt. Et à mon avis, c'était évident que c'était en train de se produire. Ça fait combien de temps que tu m'aimes plus, puis tu penses que je vais me fâcher, genre, parce que je suis un gars qui est colérique, ça veut rien dire. J'ai eu mes passes, esti. Comme j'ai dit à tout le monde, j'ai été obligé d'hacker son Facebook puis sa ligne téléphonique pour finalement hacker son Facebook, aller voir ses messages, là, on parle vraiment de comportement obsessif, de comportement de surveillance. Et les comportements obsessifs, c'est un drapeau rouge, là. C'est dans les 5 premiers, là. Je te souhaite tout le malheur du monde. Je te souhaite que tu sois jamais heureuse puis que même que tu t'en rendes compte qu'il y avait un gars qui t'aimait puis qui aurait été prêt à tout faire pour toi. Je te traite de salope puis tu changeras jamais, man. Ouais, là, je suis au poste de police, là, parce que c'est ça, je t'avais demandé conseil, puis ils m'ont fortement conseillé de nous accompagner puis de comme rester dans le coin, là, parce qu'Anthony n'est pas très stable, mettons. Une policière offre d'accompagner Daphné pour qu'elle puisse récupérer ses effets personnels chez Anthony. Elles prennent chacune leur véhicule. Mais Daphné arrive la première et entre seule. C'est dans cet appartement de Mont-Saint-Hilaire que Daphné Boudreau, 18 ans, serait tombée dans un piège mortel mercredi. Ben, moi, je me posais la question pourquoi que Anthony est rentré illégalement dans sa voiture le matin, il a volé son téléphone. Pourquoi qu'ils l'ont pas arrêté, tu sais? Elle était là, je comprenais juste pas pourquoi. Daphné avait eu peur, là. Elle avait quand même signalé ces événements-là au service de police. On avait là tous les drapeaux rouges. Moi, là où j'étais complètement figée, aberrée,
c'est que cette vidéo-là a été partagée. Il a quand même tué Daphné. Votre mère avait porté plainte lors des jours précédents. Elle en avait eu assez. Elle savait qu'il fallait que ça prenne fin. Votre père a été arrêté et relâché sous promesse de comparaître. Voilà une grosse lacune marquante de notre système. Votre père a eu droit à sa fin de semaine de garde, malgré que votre mère ait appelé les policiers pour leur demander si c'était une bonne idée. J'ai honte, mes loulous. Honte de mon inaction. Honte que nous ne soyons pas équipés comme société pour éviter ces drames. Tristan, Antoine, mon cœur de mère, de sœur et de marraine pleure. C'est des enfants tellement drôles, tellement fins, pas de malice. Ils aimaient les gens. Ils aimaient sortir, ils aimaient faire des activités. J'ai eu les meilleures filles au monde, puis ils sont partis. Antoine et Tristan Lamontagne, Daphné Huard-Boudreau, Lisette Corbeil, des morts jugées évitables. À qui la faute? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre complètement. Dans le cas de Yannick Lamontagne, notre enquête nous a permis de découvrir une possible lacune dans le travail des intervenants. Depuis le mois d'avril 2023, il est obligatoire de faire un signalement à la DPJ pour tout incident de violence conjugale au sein d'une famille avec enfants. Mais aucune intervention n'a été menée auprès des jumeaux Lamontagne après l'arrestation de leur père. La Sûreté du Québec et la DPJ ont décliné nos demandes d'entrevue. Dans le cas de Daphné Huard-Boudreau, la coroner a conclu que les policiers devaient être mieux formés pour comprendre la violence conjugale, qu'on aurait dû détecter les signes de domination d'Anthony Pratlops. Même si elle va parler à n'importe qui, j'ai les preuves, man. Lisette Corbeil avait elle aussi contacté les autorités parce qu'elle craignait pour sa sécurité. Dans ces 3 cas, le système policier ou judiciaire, mais aussi les proches, n'ont pas su voir les drapeaux rouges, faute de comprendre le contrôle coercitif. On aurait pu fêter ses 60 ans cette année, le 12 août. Des fois, quand on intervient dans des dossiers, c'est clair que pour nous, on vient de sauver une femme. Alors, je me dis au moins, le décès à Lisette aurait servi à quelque chose. Et si on réussissait à sauver que quelques femmes, bien, ça serait incroyable, là. L'Écosse fait partie des rares endroits dans le monde à avoir déjà criminalisé le contrôle coercitif, en 2018. On s'est rendu sur place pour mieux comprendre l'impact de cette loi et pour rencontrer une des femmes qui a milité pour ce changement. For Scotland, it began when we started talking about the fact that our law wasn't appropriate, because women and children survivors have been telling us for decades, that the trauma and the abuse that they experience in that control is more traumatic for them. It's harder to recover from. It lasts longer than any of the physical violence that they experience. As one woman said once, you know, if I have a broken arm, it's horrible and scary, but it heals. If I'm petrified every time the phone rings, that will last for decades. La plus grande innovation de cette nouvelle loi, c'est qu'elle permet d'aborder la violence conjugale comme un continuum d'actes visant à contrôler la victime plutôt que comme des gestes isolés. Before, you know, they could talk about the fact that he moved your car in the middle of the night to gaslight her, or that he runs up credit card debt in her name and doesn't tell her, or that he takes her money when she gets paid. And all of those things can control whether she can leave him or not, right? But none of those things were criminal. And so one of the things that prosecutors have said to me about our new law is it allows them to bring so much more into the courtroom. Do I believe this law has saved lives?
Yes, I think it probably has. First question, super easy. Who are you? Susan Walker. En 2022, la vie de Susan Walker bascule lorsqu'elle rencontre James Paul Walton. He couldn't have been nicer. He was opening doors, taking my hand. He was, you just felt so safe and loved and cared for. And then he started constantly calling, constantly wanting me, constantly coming round and constantly, who are you with, what are you doing, where are you now, all the kind of questions. And I was working. Oh. Where are you now? Where are you now? I'm at the toilet, why? What fucking toilet? At McDonald's. Get here now, right fucking now, 20 minutes, hurry up. Jaloux et colérique, son amant la surveille, contrôle ses médias sociaux, l'isole et la dénigre. One minute he loved my curves, next minute I was a fat bitch, get back to the gym. I wasn't doing my hair, I wasn't doing my makeup, I wasn't doing my lashes. He would say that as well, like, oh, I want a natural beauty, I don't want all this fake lashes and fake this and fake that. I think for months and months and months, he made me believe that it was me, that it was all in my head. I truly believed that it was me that was starting these arguments and that I was the one, but it wasn't. When I call, you won't fucking answer. You should be fucking thankful you've got a guy like me. I know you love me. I know you want to be with me. You can't bear to think with me with another fucking woman. Listen to me. Listen to me. Stop making things up in your fucking head. You fucking cunt. My daughter Cora, she was worried. She was just like, Mum, he's gonna kill you one day. And I was going, no, he's not. I never really knew to the extent how capable he was. Après une énième querelle, James Walton pose un premier geste violent qui laisse des traces et Susan porte plainte à la police. I had got him charged for obviously my arm. And then it was when I started giving them the evidence of everything, of the way he was speaking to me and the way he was treating me, that's when I realised this is abuse. I didn't really know it was a crime. I didn't know it was a crime. James Paul Walton plaide coupable. Il est condamné à 200 heures de travaux communautaires et ne peut plus contacter Susan et sa famille pendant 2 ans. Il doit également informer les autorités de toute nouvelle relation amoureuse. If the law wasn't in, the mental torture that I'd went through would never have been noticed. I just feel like I've taken my power back and I've just become this strong woman again, the woman that I knew I was before I met him. Au Canada, tout indique que le comportement coercitif sera ici aussi bientôt criminalisé, passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Les autorités canadiennes vont alors devoir mettre en place les formations et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette loi. Mais le Québec a une longueur d'avance. Depuis des années, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et ses partenaires sillonnent la province pour former des milliers d'intervenants judiciaires sur cette vision moderne de la violence conjugale. Les officiers de justice doivent être formés, juges, les avocats aussi qui représentent ces victimes-là, mais la population aussi. Il faut en faire des campagnes de sensibilisation pour expliquer qu'est-ce que c'est le contrôle coercitif, puis leur dire qu'ils ne sont pas seuls, puis qu'on peut les aider.
Criminaliser le contrôle coercitif, ça veut dire qu'on peut peut-être s'attendre à avoir plus de personnes qui demandent de l'aide. Donc, plus de personnes qui demandent de l'aide, ça veut dire peut-être plus de ressources, plus de place en maison d'aide et d'hébergement ou dans les services externes. Et mesdames, si vous avez peur, fiez-vous à cette émotion-là. Elle veut dire quelque chose. Ne mettez jamais la peur de côté, c'est important. Écoutez-la, allez vers les ressources existantes. Les corps d'une femme et d'un homme ont été retrouvés dans un taxi dans l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal ce matin. L'homme, un chauffeur de taxi, aurait assassiné sa femme avant de s'enlever la vie avec une arme blanche. Le 19 mars 2021, Enoch Fénelon tue sa conjointe Nadège Jolicoeur avant de retourner l'arme contre lui. Le couple laisse 5 enfants orphelins. En fait, Nadège Jolicoeur, elle est plus ma maman de cœur, celle qui m'a aimée d'un amour inconditionnel, celle qui m'a élevée en tant que sa propre fille. Enoch Fénelon, c'était mon papa, mon père, tout simplement. Est-ce que tu peux me parler un peu de sa relation avec ton père? Ils se sont rencontrés quand même quand elle était très jeune. Elle avait, je dirais, 18, 19. Puis mon papa était déjà dans la trentaine. Elle cherchait de l'amour, en fait. Elle cherchait un réconfort, quelqu'un sur qui s'appuyer, sur qui avoir de la sécurité. Malheureusement, elle est tombée sur la mauvaise personne. Il veut plus que tu vois ta famille. Même avoir ton propre téléphone, il veut pas. Tu peux pas sortir. Tu peux pas parler à telle personne. Tu peux pas faire tel projet. Tu vois que c'est ton père, en fait. Tu l'aimes, mais en même temps, il y a un comportement qu'il a, tu te dis c'est pas normal. Malheureusement, j'ai vu aussi mon papa être violent. Je l'ai vu faire. C'est pas des choses qu'un enfant veut voir. De la même manière qu'il prend le temps de contrôler sa femme par rapport à son téléphone ou son argent, c'est aussi la même chose pour ses enfants. Je travaillais de ma sueur, je recevais mon argent de poche, mon père prenait la moitié de mon argent. Donc le contrôle qui est fait sur la femme est fait aussi sur l'enfant. L'enfant ne reçoit pas les coups physiques, mais il reçoit ses coups dans l'âme. Et ça fait des blessures. Et dans notre cas, nous, on va être des victimes jusqu'à la fin de notre vie. L'impact de la violence conjugale sur les enfants est encore sous-estimé. Sommité en la matière, le chercheur Simon Lapierre nous explique pourquoi. En fait, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on parlait de violence conjugale, on disait la violence conjugale, c'est un problème d'adultes. C'est quelque chose qui se passe entre les adultes, ça ne concerne pas les enfants. Tranquillement, dans les années, fin des années 80, années 90, on a parlé des enfants témoins de la violence conjugale. On s'est rendu compte que finalement, les enfants sont exposés à l'ensemble du schéma de comportement du parent violent ou de l'auteur de cette violence-là. Un homme qui dénigre, qui critique, qui rabaisse sa conjointe de manière répétée, bien évidemment, les enfants, ils le voient, ils l'entendent. Veux-tu nous expliquer le dessin que tu as fait de ta famille? Oui. C'est quoi? Ben, j'ai dessiné une vache. Une vache? Une grosse vache. Pourquoi une vache, Joanie? À cause que mon papa, il appelle toujours ma maman comme ça.
De façon générale, on pense qu'un père est un bon père et il peut être violent avec sa partenaire, mais jamais à l'endroit de ses enfants. Donc, il faut faire une distinction entre violence à l'endroit de la partenaire et l'accès aux enfants, alors que c'est faux. Les enfants deviennent des co-victimes dans une situation où il y a du contrôle coercitif. En fait, les enfants vont devenir des instruments dans le contrôle coercitif. Ces hommes-là sont prêts à aller très, très loin pour maintenir leur contrôle. Et malheureusement, ce que beaucoup de situations dans les dernières années nous ont démontré, c'est que ces hommes-là sont prêts à aller jusqu'à assassiner leur conjointe, mais aussi assassiner leurs enfants pour maintenir le contrôle qu'ils ont ou qu'ils tentent d'avoir sur leur conjointe ou leur ex-conjointe. Tristan, Antoine, si seulement on avait pris en compte plus rapidement. La victime, c'était votre mère. Ça, je le savais. Même en n'étant plus avec lui, il a gardé une emprise. C'est à ce moment que vous êtes devenus des objets de manipulation. C'est à ce moment que vous vous êtes mis à faire partie de l'équation, sans le savoir, et surtout, sans le vouloir. Il faisait de la manipulation pour les enfants, il disait qu'il allait lui enlever la garde, qu'elle allait avoir des meilleurs avocats qu'elle pourrait jamais se défendre. Ça a fait en sorte qu'elle agissait pas, elle avait peur de perdre ses enfants, puis c'était une peur qui était réellement installée. C'est que tout le monde est pris au piège. Lui, il tend sa toile envers ma sœur. Ma sœur, c'est sa plus grosse victime. Le problème, c'est que tout le monde autour se retrouve pris dans sa toile d'araignée où est-ce qu'il n'y a plus personne qui ose bouger, il n'y a plus personne qui ose rien faire, parce que la peur englobe tout le monde. C'est sûr que les enfants sont devenus, finalement, l'enjeu ultime qu'il a utilisé contre ma sœur. C'est de cette façon-là qu'il a réussi à prendre le plus gros pouvoir sur ma sœur puis la contrôler pour toujours. Malgré tous les gestes posés pour lutter contre la violence conjugale, le filet de sécurité qui protège les enfants aurait les mailles beaucoup trop larges. On va parfois mettre un interdit de contact en place pour la victime, mais on ne mettra pas un interdit de contact pour les enfants parce qu'on va se dire ça, ça relève pas de nous. Ça relève de la DPJ ou de la Cour supérieure. Il faut bien voir que entre l'intervention policière et l'évaluation du signalement à la DPJ, il faut s'assurer que là aussi, on a mis des mesures de protection en place pour assurer la sécurité de l'enfant. Si des proches de victimes ont accepté de raconter leur histoire, c'est parce que des solutions existent. Et ils en seront pour toujours des porte-voix. Pour l'avenir, je nous souhaite d'être en mesure d'ouvrir nos esprits, d'élever notre conscience, de mieux comprendre, de se doter de lois qui priorisent les victimes, qui les protègent réellement. À travers mon témoignage, je sais que je peux aider des femmes à réaliser à quel point elles sont importantes, qu'elles sont précieuses, qu'elles sont magnifiques, mais surtout qu'elles doivent se protéger avant tout